Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse aussi d'être ici parmi vous pour discuter des dernières actualités concernant le TDAH. Alors le temps est court, hein, on ne pourra pas revenir en détail sur les principaux symptômes, la manière de faire le diagnostic, l'ensemble du traitement, enfin, et de la prise en charge, mais l'idée c'est vraiment de revenir sur les points saillants de ces derniers mois pour un peu vous illustrer les perspectives à venir. Alors, quand même, quelques généralités sur la question du TDAH. Comme vous le savez, donc le TDAH, c'est un diagnostic, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, déjà, ça implique qu'on va aller rechercher la présence de symptômes qui évoluent depuis l'enfance. En termes de prévalence, ça a été dit précédemment, mais ça concerne quand même 5% des enfants et 3% des adultes. Donc ce n'est pas une niche, contrairement à ce qu'on pourrait entendre parfois. C'est quand même beaucoup plus prévalent que certaines autres pathologies qui sont bien plus enseignées dans nos études de médecine. Et c'est un trouble qui persiste à l'âge adulte dans 30 à 60% des cas. Donc ça a longtemps été une pathologie sous-diagnostiquée et insuffisamment prise en charge. Alors ça l'est, en tout cas au moins partiellement, mais quand même les choses évoluent depuis ces 5 dernières années où on a à la fois une augmentation des possibilités thérapeutiques et une reconnaissance des autorités de santé avec des moyens mis à disposition pour la formation et pour la structuration de la filière de soins. Alors, encore une fois, généralités sur la présentation clinique. Le TDAH, ça va associer deux grands types de symptômes, pour être caricatural, des syndromes liés au déficit attentionnel et en lien avec l'hyperactivité-impulsivité. Le TDAH combine plus fréquemment ces deux syndromes, mais il existe également des patients qui vont avoir une présentation plutôt attentionnelle prédominante ou plutôt hyperactive impulsive prédominante. Sachant que chez l'adulte, on va avoir une tendance à une diminution des symptômes d'hyperactivité-impulsivité et une stabilisation, voire une aggravation du déficit attentionnel qui va dépendre aussi des différents événements de vie du patient. Sachant que c'est un trouble en fait, qui pose vraiment des questions, des défis diagnostiques, puisque certains symptômes peuvent être masqués par d'autres troubles, et notamment des symptômes attentionnels qui peuvent être masqués par des symptômes d'anxiété ou des stratégies de compensation qu'a pu développer le patient présentant le trouble depuis l'enfance. Et il faut aussi garder à l'esprit que c'est un trouble qui est très fréquemment comorbide, et donc c'est vraiment plutôt la règle que l'exception. Alors, quelles ont été les évolutions récentes sur la connaissance du trouble? Eh bien, pendant longtemps, le TDAH a été considéré comme une pathologie de l'enfant et qui concernait où les symptômes disparaîtraient à l'âge adulte. Et ça posait quand même une double problématique. La première problématique, c'était celle des patients qui avaient un diagnostic de TDAH qui était posé pendant l'enfance et qui se sont vus arriver à 18 ans. Donc 18 ans, 17-18 ans, c'est quand même la période où on passe son bac, où on doit acquérir une certaine autonomie, la passation dans les études supérieures. Et donc ces patients-là se sont retrouvés sans personne pour les suivre et pour prolonger ce traitement à ce moment-là. Donc déjà, quand même une première difficulté pour tous ces patients qui avaient été diagnostiqués et qui n'étaient plus pris en charge. Et une deuxième difficulté pour les patients qui n'avaient pas été diagnostiqués pendant l'enfance, mais qui se posaient la question d'un TDAH là à l'âge adulte, avec un impact fonctionnel important, et qui ne trouvaient pas de praticiens, puisque le TDAH ne faisait pas partie de la grille de lecture des praticiens. Et ça, en fait, moi, en tout cas, quand j'étais externe et même quand j'étais interne, quand j'étais externe, on ne parlait pas, je me souviens du référentiel, on ne parlait pas du TDAH de l'adulte. Le TDAH, c'était vraiment enseigné dans les pathologies de l'enfant, dans la partie pédopsychiatrie. Chez l'adulte, ça n'y était pas. Et pendant l'internat, c'était pas non plus très bien reconnu. En tout cas, c'était pas autant enseigné que d'autres troubles psychiatriques le sont. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que ça, c'est quand même quelque chose qui a clairement évolué. Et le TDAH, que ce soit pendant l'enfance ou à l'âge adulte, fait clairement partie des référentiels qui sont donnés aux étudiants en médecine. Et c'est aussi quelque chose qui s'étend, dont la formation s'étend aux autres professionnels de santé.
Et ça, c'est d'autant plus important aussi que faut tenir compte aussi de la particularité de l'évolution des symptômes au fur et à mesure de la vie du sujet, puisqu'on ne va pas avoir la même expression et on ne va pas avoir le même retentissement des symptômes selon qu'on soit pendant l'enfance ou à l'âge adulte. Donc pendant l'enfance, le principal retentissement, ce sera au niveau scolaire, enfin, un des principaux retentissements aura lieu au niveau scolaire avec des troubles du comportement, des difficultés lors de pour faire les devoirs, pour passer dans les années supérieures, mais également des troubles des interactions sociales, familiales. Et au fur et à mesure, donc au collège, un des enjeux importants, ça va être aussi les premières expositions aux produits, aux substances psychoactives. On sait que les patients avec un TDAH sont plus à risque de consommer plus précocement un produit et sont plus à risque de développer un trouble qui soit à la fois plus sévère et plus rapidement. Donc cette comorbidité, TDAH, trouble d'usage de substances, elle arrive précocement et elle est vraiment essentielle à prévenir et à accompagner. Et après, on va avoir des difficultés en lien avec une accidentologie plus importante, des difficultés d'orientation professionnelle, des difficultés d'insertion socio-professionnelle, des troubles relationnels. Donc déjà, un trouble qui ne s'arrête pas à 18 ans. Ensuite, une des difficultés en lien avec le TDAH, c'est que c'est finalement pas facile de faire le diagnostic puisqu'il n'y a pas de symptômes réellement spécifiques de la pathologie. Donc la présentation clinique est assez complexe et pendant longtemps, on a eu l'image du TDAH d'un enfant qui remue partout dans un bureau de consultation et c'était ça un peu la caricature. Donc en fait, toutes les patients qui n'avaient pas cette présentation assez bruyante passaient à travers des mailles du filet et donc il y en a eu quand même beaucoup. On sait maintenant que, on savait déjà avant, mais en tout cas, c'est maintenant quand même assez reconnu qu'on peut avoir des patients qui présentent des formes attentionnelles prédominantes et qui ne vont pas du tout avoir ces manifestations bruyantes qui vont amener au diagnostic. Donc ça permet, c'est important de sensibiliser là-dessus pour que si on se retrouve devant un jeune, devant un patient qui a des problèmes attentionnels à l'école ou des résultats scolaires qui sont pas adéquats avec ce qu'on pourrait attendre ou des parcours scolaires compliqués ou des parcours professionnels marqués par des ruptures, ça doit pouvoir alerter sur le fait est-ce qu'il n'y a pas un TDAH associé et donc des difficultés dans ce côté d'insertion socio-professionnelle. Ensuite, une autre idée reçue, c'était que, donc on parle de troubles de déficit de l'attention, mais en fait, on devrait plutôt parler de défaut de régulation de l'attention. Moi, j'avais une patiente comme ça qui m'expliquait qu'elle soupçonnait un TDAH pour son fils et qu'elle était allée en consultation et quand elle avait expliqué aux professionnels que son fils pouvait rester 2-3 heures devant un jeu vidéo, on lui avait dit « non, il n'a pas de TDAH ». Parce qu'il était, non, s'il sait se concentrer sur un jeu vidéo, s'il sait se concentrer sur des Lego, c'est qu'il n'y a pas de TDAH. Et donc ça, il faut vraiment se sortir cet aspect-là. C'est pas parce que le patient peut se concentrer sur un domaine d'intérêt particulier qu'on peut éliminer un TDAH. On sait que on a ce qu'on appelle l'hyperfocus, qui fait que le patient qui souffre d'un TDAH, quand il est devant une activité qui a une valence motivationnelle importante, peut tout à fait investir cette activité et être quand même en difficulté dans d'autres domaines, notamment le plan scolaire, qui est quand même qui peut être moins motivationnel pour certains aspects. Et en plus, on sait que les jeux vidéo en soi, en fait, il y a un risque aussi de troubles de l'usage de jeux vidéo chez les patients avec un TDAH parce qu'on a vraiment ce côté stimuli constant. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel on est vigilant aussi. Cette présentation clinique complexe, elle peut fluctuer au cours de la vie du sujet avec des périodes qui peuvent être particulièrement à risque, donc la période des études, le moment où la personne qui a pu bien compenser pendant une partie de sa scolarité et qui se retrouve à devoir faire un mémoire, une thèse, ça c'est souvent une des grosses difficultés pour les étudiants. Le moment, ce n'est pas les stages, ce n'est pas les cours, c'est la rédaction du mémoire, la rédaction de la thèse, se poser derrière un ordinateur et ne pas se perdre dans les méandres de la bibliographie ou ne pas se lever toutes les 3 minutes pour poursuivre ce qu'ils ont commencé à faire parce que quand même on voit qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire tout autour de soi dans la maison. Donc ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Et une autre grosse difficulté qu'on voit en consultation, c'est la maternité. La maternité et la paternité, d'ailleurs. C'est déjà compliqué pour un patient qui souffre de TDAH parfois de s'occuper de la gestion du quotidien, sur les rendez-vous, sur le parcours de soins, etc. Mais qu'en plus, quand on a un autre être vivant à penser
et à s'occuper, et ben là, ça démultiplie la charge de ce qu'on a à penser, et donc ça peut vraiment faire décompenser des TDAH avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs qui se majorent dans ce contexte-là. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de patients qui présentaient ça, donc de femmes, mais aussi d'hommes sur la gestion du quotidien. Et au-delà de cette triade symptomatique, il faut aussi prendre en compte les difficultés d'autres deux grands types de symptômes qui sont les difficultés de régulation émotionnelle, et ça qui peuvent faire confondre avec d'autres diagnostics comme le trouble de personnalité type borderline ou le trouble de l'humeur type bipolaire, et aussi les problèmes de fonction exécutive. Là, j'ai mis les horloges pour ceux qui ont rencontré des patients. Je pense que vous avez tous expérimenté cette difficulté à arriver à l'heure, cette difficulté à ne pas oublier les rendez-vous, cette difficulté à ne pas prévoir 3 choses en même temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre pour les patients parce qu'en fait, ce n'est pas très bien reconnu par l'entourage. En fait, on ne comprend pas pourquoi les patients sont pas capables, entre guillemets, d'arriver à l'heure, sont pas capables de tenir un planning. Et tout ça, ce sont des difficultés en lien avec les fonctions exécutives qui ont du mal à être reconnues par l'entourage et qui entraînent pas mal de difficultés, de troubles en termes d'estime de soi, etc. Ça et des stratégies de compensation de type obsessionnel avec des patients qui se mettent 1 milliard de rappels pour pouvoir arriver à l'heure et qui ont vraiment des routines qui ne doivent absolument pas changer parce que sinon, ils savent que ça peut être très compliqué. Donc ça, c'était pour les principaux points que je vois évoluant sur les représentations. Concernant la prise en charge thérapeutique, elle a évolué notamment sur le plan pharmacologique. Donc de manière globale, la prise en charge, elle repose sur cet aspect de psychoéducation. Donc rien que le fait de poser un diagnostic sur des troubles que le patient a pu présenter depuis le début de sa vie, donc déjà ça c'est souvent un moment clé dans la prise en charge parce que ça permet vraiment d'avoir une nouvelle grille de lecture sur les difficultés passées, à la fois pour le patient, mais aussi pour son entourage. On trouve beaucoup comme ça de parents qui savaient qu'il y avait des difficultés avec leurs enfants, ont parfois consulté des professionnels, mais qui, pareil, n'avaient pas cette grille de lecture du TDAH, et qui finalement se disent, voilà, on pose un mot sur les difficultés qu'on ressentait, qu'on a essayé d'exprimer, et qui n'ont pas été pris en compte à ce moment-là. Donc cette étape-là, elle est vraiment fondamentale. Et puis après, il y a l'aspect de prise en soin qui repose sur une approche psychothérapeutique, sur des mesures adaptatives. Les mesures adaptatives, elles sont hyper importantes. Ça va être très dépendant du milieu dans lequel évolue le patient. Ça va dépendre s'il est étudiant, tiers-temps, casque anti-bruit, passation des examens tout seul, plutôt que d'être dans une salle où il entend plein de bruits qui peuvent le distraire par rapport à son examen. Sur le plan professionnel, ça peut être des horaires très réguliers qui permettent d'éviter la fatigue du soir et donc une recrudescence des oublis le soir. Il y a autant de mesures adaptatives qu'il y a de patients. Pas autant, mais en tout cas, il faut prendre en compte, on ne peut pas généraliser une mesure adaptative pour l'ensemble des patients avec un TDAH. Et donc, si besoin, un traitement médicamenteux. Donc ça, alors, j'avais une belle flèche, mais qui a disparu dans les méandres de l'informatique. En tout cas, donc l'évolution réglementaire de ces dernières années, en fait, il faut bien se souvenir qu'avant 2021, aucun traitement n'avait d'autorisation en initiation dans la prise en charge du TDAH de l'adulte. Donc ça veut dire qu'avant 2021, seuls les enfants pouvaient être traités par méthylphénidate, et pour 2 spécialités, le relais était possible de l'enfance à l'âge adulte. Donc une première évolution, ça a été l'AMM pour la Ritaline en 2021. En avril 2021 et en septembre 2021, l'élargissement de la prescription aux médecins libéraux. Avant, c'était une prescription qui était uniquement hospitalière et donc ça s'est élargi aux médecins libéraux, ce qui a permis aussi d'augmenter la possibilité de prise en charge. Et suite à ça, on a eu d'autres spécialités qui ont eu une AMM en 2022, donc le Medikinet et le Concerta, ce qui a permis aussi d'élargir les possibilités thérapeutiques. Et enfin, plus récemment, on a eu d'abord une autorisation d'accès compassionnel, donc c'est une modalité de prescription un peu particulière qui se fait avec des délivrances via les pharmacies à usage intérieur dans les hôpitaux, donc de la liste d'hexamphétamine, et avec une AMM de cette liste d'hexamphétamine, ou Xurta pour le nom commercial, qui a été obtenue au printemps dernier. Mon traitement qui est un des traitements de première ligne qui est utilisé depuis des années aux États-Unis et dans d'autres pays européens, qui est autorisé chez nous. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas remboursé pour le moment et qu'une boîte de Xurta, ça coûte 90 €. Donc ça freine quand même la prescription. Donc,
En gros, les traitements disponibles en France, pour le méthylphénidate, donc chez l'enfant, on a une AMM de toutes les spécialités dans le TDAH, donc à partir de l'âge de 6 ans. Chez l'adulte, on a seulement certaines spécialités qui ont une AMM, mais ça s'est quand même élargi. On a un autre traitement qui existe, qui est non psychostimulant, qui est l'atomoxétine, qui est un traitement qui est disponible également en accès compassionnel, c'est-à-dire plutôt avec une prescription hospitalière. Et on a ce Xurta, dont on espère que les modalités de remboursement puissent évoluer pour pouvoir en faire bénéficier les patients. Donc ça, si vous avez des questions en fait, sur les différentes spécialités, vous avez la base de données publique des médicaments qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des informations sur les différentes spécialités. Et enfin, on a, en plus de cet élargissement, de cette amélioration des connaissances cliniques et de l'élargissement thérapeutique, on a une meilleure reconnaissance des autorités de santé avec la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement qui a vraiment mis le TDAH au centre de ses priorités en identifiant donc l'absence de parcours de soins clairement identifié et le manque d'accompagnement et de prise en charge et de moyens pour ces patients. Suite à ça et avec aussi je peux dire la pression, mais en tout cas l'engouement ou la proactivité des associations de patients, et notamment TDAH France, il y a eu une élaboration de premières recommandations du TDAH de l'enfant et de l'adolescent, donc recommandations qui sont sorties l'année dernière. Et actuellement, des recommandations HAS sont en cours d'élaboration pour la partie adulte et devraient être publiées en 2026. Donc, des recommandations qui vont permettre de guider les professionnels dans cet aspect diagnostic et de prise en charge. Au niveau des choses qui sont mises en place, on a également une structuration en cours à l'échelle régionale des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est au-delà de la psychoéducation, ce sont des programmes avec des critères très précis qui sont en cours de discussion. Saint-Vincent, on avait développé déjà pas mal au niveau local, notamment sur la partie enfant. Et ces programmes sont en train d'être développés pour pouvoir être déployés en région. Donc, ça aussi, prévu courant 2026. Et enfin, donc, ce qui a été introduit par Mme Girard, c'est les centres ressources régionaux TDAH qui doivent être labellisés là en 2026 et qui ont comme mission principale donc, la coordination et la structuration du parcours de soins pour que ce soit quand même plus lisible pour les patients parce qu'on a beaucoup de demandes qui sont comment se pose un diagnostic de TDAH, vers quel professionnel, vers qui m'orienter. Donc ça, une des missions, c'est vraiment de coordonner, d'orienter les patients, d'établir une cartographie des professionnels du TDAH et de pouvoir au mieux organiser les patients. Un autre rôle d'information, de formation et de diffusion de connaissances et un rôle également d'expertise diagnostique et clinique. Et donc par rapport au projet dans les Hauts-de-France, donc on est en discussion avec l'ARS pour un projet qui va être réparti entre le CHU de Lille, le CHU d'Amiens et le GHICL. Alors concernant l'organisation locale, je vais faire appel à mon collègue le docteur Caron qui travaille avec moi à la fois sur le CHU de Lille et ici à Bailleul et qui va vous parler des modalités d'orientation et de prise en charge. Bonjour tout le monde. Donc Clément Caron, je travaille effectivement à la fois au CHU et sur Pluton. Alors, au niveau des portes d'entrée dans les soins, principalement, il y a maintenant plein de portes différentes. Beaucoup de parents, d'enfants TDAH qui se disent « tiens, c'est bizarre, quand on a découvert que mon enfant est TDAH, en fait, je me suis reconnu dans tout. » Effectivement, ça, c'est une façon de se découvrir. Hein. C'est un trouble très, très héréditaire et souvent, ça passe à la trappe et chez l'enfant un peu moins. Surtout quand c'est des présentations assez bruyantes. Sinon, on a aussi éventuellement les relais, les relais de la pédopsychiatrie. Mais sinon, il y a aussi des relais depuis d'autres services où effectivement, étant donné qu'il y a souvent des comorbidités dans le TDAH, c'est pas évident de grandir avec un TDAH, d'autant plus qu'il y a à la fois les symptômes qui prédisposent à rencontrer des difficultés et donc de développer des comorbidités, et à la fois une
susceptibilité au niveau biologique, hein, donc de développer d'autres troubles. Donc très souvent, ça peut être une autre porte d'entrée dans les soins. C'est on soigne le trouble de l'usage, on soigne la dépression, etc. Et en fait, on remarque que après ça, il reste encore quelques particularités, on ne sait pas trop où la caser. Et ça peut vraiment, faut penser au TDAH en tout cas. Et puis ensuite, alors le dernier, je me souviens, c'est les personnes qui se sont renseignées et qui se retrouvent dans le TDAH. Alors, faut faire évidemment attention à ce qu'on appelle les diagnostics TikTok, etc. Mais il faut pas non plus faire la sourde oreille aux gens qui se reconnaissent dedans, parce que, comme on l'a dit, c'est sous-diagnostiqué et potentiellement ça pourrait expliquer des choses. Donc, il faut réussir à faire la part des choses et évaluer de façon neutre. Alors, au niveau de l'organisation locale, pour le CHU, j'appuie n'importe où. Pour avoir un avis dans le cadre du dispositif au CHU, donc c'est vraiment en 2 recours, hein, c'est au 3e niveau. Il faut un avis sur l'adressage d'un médecin psychiatre et d'un neurologue, principalement pour éviter les diagnostics différentiels et en tout cas que ce soit un petit peu plus clair sur ce plan-là. Avant, disons qu'on prenait aussi tout type de patients et ça a vraiment donné lieu à des années d'attente et auxquelles on ne pouvait pas répondre, hein, tout simplement. Donc ça permet d'avoir un premier filtrage et évidemment, c'est pas pour perdre les patients, mais c'est surtout pour avoir une réception plus rapide et un meilleur parcours patient. Pour les types d'avis, on est assez flexible, hein, tout simplement par mail, hein, voire un avis téléphonique, ou sinon on fait aussi des présentations des dossiers en RCP. Alors actuellement, on essaye de faire une RCP environ 1 fois par mois. Alors ça dépend des mois et des saisons, comme là par exemple avec les fêtes, c'est un peu plus compliqué, mais il y en a une bientôt. Et sinon, évidemment, on fait aussi des consultations sur futur centre ressources TDAH, je l'espère, qui arrive bientôt. Mais par contre, il y a des délais d'attente et c'est pour ça qu'on essaye de favoriser un petit peu le reste. D'où l'intérêt aussi de la formation des autres professionnels de santé sur le sujet. Concernant le dispositif Pluton, c'est un petit peu plus simple d'accès dans le sens où c'est l'idée de mutualiser, mais ça, professeur Horn, en parlera un peu plus tard. L'idée, c'est de mutualiser nos compétences. Et moi, je suis un peu plus formé sur le TDAH. Et donc, pour les secteurs 5, 6, 7 et 8, je suis plutôt interlocuteur plus désigné. Ce qui n'empêche pas les personnes de ce secteur de traiter les patients qui souffrent d'un TDAH. Mais ça permet d'avoir un avis un peu plus rapide souvent et des délais d'attente qui sont un petit peu plus courts. Voilà. Pour la suite, je vais laisser ma collègue terminer. Non, pour conclure, donc on a une évolution des représentations en raison d'une meilleure sensibilisation et d'une montée en compétences des professionnels, donc qu'on souhaite poursuivre. Un élargissement des possibilités pharmacologiques, mais des défis persistent au niveau du parcours qui est long, qui est fragmenté, qui est inégal, et en raison aussi de la complexité du diagnostic, ce qui souligne l'intérêt d'une prise en charge globale et adaptée pour améliorer la qualité de vie. Et vraiment, il y a vraiment cet enjeu d'insertion sociale et professionnelle qui est majeur, avec comme perspective pour 2026 le déploiement des programmes d'ETP et le CR, la labellisation de CR TDAH. Merci pour votre attention.